Harold Bérubé, c'est un plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Vous êtes professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, formation en histoire bien sûr, également en études urbaines. Mm-hmm. Vous êtes intéressé dernièrement donc à la question de l'histoire politique et l'histoire culturelle des villes, leurs habitants. C'est ce qu'on retrouve, je crois, dans Histoire des villes nord-américaines. Donc, de quoi parle plus longuement votre dernier livre? Oui, merci. Donc, bonjour Yannick Pinard, donc étudiant du département d'histoire, récemment diplômé. Oui, écoutez, c'est un livre, donc c'est un petit livre de vulgarisation. C'est un livre qui est tiré d'un certain nombre d'interventions à l'émission Aujourd'hui l'histoire de Radio-Canada. Et ce qu'elles ont en commun, dans le fond, c'est qu'elles parlent de différentes facettes donc de l'histoire des villes nord-américaines. Le but un peu de chacune d'entre elles était d'éclairer certaines grandes problématiques du passé des villes, puis de voir dans quelle mesure ces problématiques ont des échos contemporains. D'échos contemporains, vous débutez justement avec le premier chapitre sur le tramway. Je peux pas m'empêcher de penser au transport en commun alors que le prix de l'essence atteint des sommets inégalés, que la ville de Québec, justement, on discute beaucoup du troisième lien autoroutier et qu'en plus, donc, le tramway s'apprête à revivre dans la ville de Québec. Qu'est-ce que le tramway a à nous apprendre donc dans notre jeune histoire donc de la ville nord-américaine à travers votre livre là? Oui, il me semblait aller de soi de commencer par l'histoire du tramway parce que le tramway est en quelque sorte met fin à la ville piétonne. Hein. Il ouvre la porte à la ville moderne, c'est-à-dire que les villes pré-industrielles nord-américaines étaient des villes dont la taille était en quelque sorte limitée par la distance qu'un piéton peut parcourir dans la journée. Donc, c'est des villes très denses, ramassées sur elles-mêmes. L'arrivée du tramway va faire éclater ces limites-là de la ville, ouvre la porte à l'étalement urbain et il y a quelque chose de fascinant dans le fait que maintenant, le tramway est vu à Québec et ailleurs comme un outil de densification de la ville, alors que initialement, il a été un important véhicule, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, de l'étalement urbain. Évidemment, la différence, c'est que l'étalement urbain que nous nourrissent, les tramways, est un étalement urbain quand même plus limité, plus structuré par ces rails qui ressortent d'ailleurs à tous les printemps là, avec le dégel. Donc, il y a une première phase d'étalement urbain. Ce qui va changer, évidemment, c'est l'arrivée de l'automobile. L'arrivée de l'automobile va faire très mal au tramway. Les gens vont rapidement préférer ce mode de transport-là qui reflète bien un certain individualisme nord-américain et à partir de là, l'étalement va se faire dans toutes les directions et sur une superficie que n'avait jamais atteint la ville de l'époque du tramway ou de l'âge d'or du tramway. Très intéressant. Vous parlez justement d'étalement urbain, comment la ville est découpée justement dans la dernière moitié, par exemple, du 19e siècle. Au tournant du 20e siècle, comment des villes comme Chicago, New York vont croître rapidement et comment justement la gestion de ces villes-là, de tout le monde que ça comporte, donc va s'opérer, donc avec évidemment la naissance des banlieues bientôt, là, comment on a tous ces problèmes-là sous la main, là. Ouais, ben je vais essayer de recouper autant de problématiques du livre dans ma réponse, d'une certaine manière, deux versants peut-être. Lorsqu'il y a cet étalement urbain et cette croissance de la ville très rapide qui commence surtout au milieu du 19e siècle, il y a une spécialisation de l'espace, c'est-à-dire que les gens se dispersent dans l'espace et alors que la ville pré-industrielle était très mixte, on a maintenant des quartiers ouvriers, bourgeois, et dans le livre, je parle des quartiers bourgeois, notamment du du Golden Square Mall de Montréal, les quartiers comme les Red Light, des quartiers du vice et du crime. Donc, on a cette spécialisation de l'espace. On a aussi une réaction à cette croissance très rapide qui prend la forme de différents efforts pour sauver la ville d'elle-même, et notamment du péché. Donc, deux efforts sur lesquels je m'arrête dans le livre. D'une part, la création de ces grands parcs urbains qui vont apparaître comme autant d'oasis naturels dans lesquels on peut s'abriter de la tumulte urbaine et cette volonté d'embellir la ville à travers différents mouvements et différentes réformes qui sont portées par un courant qu'on qualifie de City Beautiful, donc un mouvement d'embellissement des villes qui, un peu comme pour les parcs, avait l'impression qu'en améliorant les caractéristiques, disons, esthétiques de la ville, on allait améliorer le caractère moral, spirituel de ses habitants. Est-ce que ça fait juste des heureux ou justement il y a de la dissension à travers les conseils de ville eux-mêmes ou les gens en fait vont s'opposer à, je sais pas, l'arrivée d'un complexe immobilier quelconque où justement les gens embarquent dans les projets, l'idée fait son bout de chemin un peu partout en Amérique. Est-ce que c'est observable à plusieurs villes? Les parcs vont généralement vraiment obtenir un appui assez important des populations. Les gens sont heureux de voir apparaître ces oasis dans la ville. Là, il va y avoir des conflits, c'est dans l'utilisation de ces espaces-là. C'est intéressant parce que évidemment, les bourgeois
bourgeoise voudraient déambuler tranquillement dans ces parcs, alors que les membres des classes populaires veulent pique-niquer, jouer au baseball. Il y a certains habitants aussi qui vont avoir la mauvaise habitude d'aller faire brouter leurs chèvres. Donc, il y a un peu un conflit comme ça entre les habitants de la ville sur il faut apprendre comment est-ce qu'on va utiliser ces espaces-là. Idem un peu pour ce qui est du mouvement City Beautiful. Il y a des gens qui sont en faveur de ce genre de choses. Il va quand même avoir des oppositions parce qu'on trouve que ces projets de réforme sont dispendieux, pas nécessairement essentiels au fonctionnement des villes également. Et justement, vous parlez des villes, donc comment des villes comme Chicago, New York, Montréal vont amener la gestion donc de tout ce territoire-là au défi du quotidien et en même temps est-ce qu'elles vont se concurrencer entre elles-mêmes à travers par exemple l'arrivée des gratte-ciels, la popularité des gratte-ciels à un certain moment, la gestion des banlieues avec donc la ville et si on veut son hinterland là, immédiat. Donc comment on s'occupe de ça? Donc le livre, ce sont l'histoire des villes nord-américaines et les villes nord-américaines s'observent les unes les autres. En fait, vous faites bien de soulever cette question-là. Elles sont en concurrence les unes avec les autres, elles le savent bien. Et de toutes sortes de manières, elles vont s'imiter, essayer de se surpasser, notamment avec les parcs. Une fois que Central Park est construit à New York au milieu du 19e siècle, toutes les villes dignes de ce nom veulent leur parc. Et les gratte-ciels, effectivement, c'est un bel exemple. Donc le gratte-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'équivalent vertical de l'étalement urbain. C'est l'idée de régler le problème d'espace qu'est la ville. Donc l'étalement est une manière de le régler, mais la conquête du ciel, en quelque sorte, va être une autre manière de régler ce problème-là. Donc on multiplie les gratte-ciels à partir de la fin du 19e siècle. D'abord à Chicago, mais Chicago va se faire en quelque sorte éclipser par New York parce que la ville va adopter un règlement à la toute fin du 19e siècle qui limite la hauteur des gratte-ciels. Donc, New York se fera pas prier pour prendre la relève. Et là, on voit vraiment une multiplication des projets, toujours plus ambitieux les uns que les autres. Et de grandes entreprises, de grands entrepreneurs rivalisent ensemble pour ériger le plus grand gratte-ciel, le plus beau gratte-ciel. Et là, ça donne toutes sortes de trucs loufoques. Par exemple, le Chrysler Building qui est en construction. On va cacher littéralement à l'intérieur du bâtiment une flèche qu'on va installer à la dernière minute pour damer le pion à un building voisin donc qui allait être inauguré et être plus grand. Donc, on va gagner un 50-60 mètres de plus. Donc, ces gratte-ciels deviennent vraiment des symboles importants à la fois de la prospérité, mais aussi d'une certaine arrogance de ces villes nord-américaines. C'est impressionnant. Un peu plus haut, toujours plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut, voilà. À travers, on essaie de couvrir à peu près 75 ans entre l'exposition universelle donc de Chicago en 1893-94 et celle de Montréal en 1967. Est-ce que il y a tant de changements que ça à travers les villes elles-mêmes, ou justement à travers ce laps de temps, si on veut, donc des deux expos universelles? Est-ce qu'il y a beaucoup de courants de pensée qui naissent en réaction justement à l'étalement des grandes villes? Est-ce qu'il y a des gens qui justement proposent de meilleures solutions à la ville habitable? Ouais, autant le mouvement City Beautiful est un mouvement, disons, qui fonctionnait par consensus. On voulait aller chercher l'adhésion de la population. Autant dans les années 40 et surtout 50-60, on va voir la multiplication des grands ingénieurs, des experts qui veulent transformer la ville en rasant des quartiers entiers, en construisant des réseaux d'autoroutes, de grands bâtiments, etc. Et là, on est vraiment dans une dynamique où l'expert impose sa vision et la grande réponse qui va leur être opposée, elle vient de Jane Jacobs, qui est une autodidacte, quelqu'un qui va ramener en quelque sorte ces experts-là sur le plancher des vaches, à être une observatrice absolument fine de la vie urbaine dans ce qu'elle a de plus humain, et vraiment ramener la ville donc à cette échelle humaine dans un ouvrage là, The Death and Life of Great American Cities qui va représenter un tournant important dans cette volonté de créer des villes donc qui sont habitables, qui sont humaines, et ce sont des leçons là qui n'ont pas perdu, je pense, de leur pertinence encore aujourd'hui au début du 21e siècle. Là. C'est fort intéressant, M. Birbeux. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris avec nous, donc pour discuter de l'histoire des villes nord-américaines disponibles dans toutes les bonnes librairies. Exact. Merci, M. Pilon. C'était un plaisir.